Ils veulent tout comprendre. Ils challengent toutes les idées. Reposant? Non. Nécessaire? Absolument. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Tu peux y aller. Oui, pardon. On a beaucoup investi en prévention auprès des personnes itinérantes ces dernières années. Je me rappelle avoir signé un texte dans le Journal de Montréal, Isabelle, il y a quelques temps, où on disait qu'il en coûtait environ 70 000 par année par personne immigrante, personne itinérante, pardon, dans la rue. Une nouvelle étude qui a été produite là, par le professeur Éric Latimer au Cyrano dévoile que ce prix a beaucoup augmenté depuis quelques années. On est rendu à 77 600 $ par année comme coût pour chacune des personnes en situation d'itinérance. Pour tout ce que ça coûte autour, là, c'est ça, les services psychosociaux, le recours au refuge, les hôpitaux, les interventions policières, c'est tout ça ensemble là, qui fait que ça coûte excessivement cher. On dit, oui, que c'est 77 600 $ par année par individu. Ils ont calculé qu'il y a à peu près 10 000 personnes itinérantes qui étaient analysées, qui représentaient 776 millions de dollars. Est-ce que tout est correct, Francis, oui, avec les écouteurs? Parce que c'est déconcentrant, ça n'a pas de mot du bon sens. Mais bref, c'est un sujet qui est à prendre au sérieux parce qu'on sait que le sujet, la situation augmente. On sait également qu'il y a de plus en plus de... Tu sais, on parle de Montréal, mais c'est comme ça aussi à l'ensemble du Québec. Des gens qui ont de la difficulté à se loger, d'autres que pour des raisons de X vont se retrouver à la rue. Ça coûte excessivement cher. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous surprend. Est-ce que vous seriez prêt d'ailleurs à accepter davantage de logements sociaux supervisés dans votre quartier pour essayer d'enrayer la situation? Est-ce que pour vous, on pense à la maison Benoît Labre qui a fait beaucoup réagir, est-ce que vous seriez prêt à ce que pour qu'on enraye cette situation-là, il y ait des logements sociaux supervisés? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Et effectivement, Isabelle, l'enjeu est le suivant, c'est que l'itinérance a augmenté, on le sait, de façon importante au cours des dernières années, puis l'ensemble de l'effort, en tout cas ce qu'on en perçoit, est vraiment axé sur l'urgence, là, c'est-à-dire prendre en charge les gens en situation, là, tu sais, c'est quasiment quand il est trop tard, j'aurais envie de dire. Là, puis n'étant pas un expert, je vais me réserver un peu de mon jugement. Mais encore une fois, on voulait en parler avec le principal intéressé, l'auteur de cette étude publiée par le Cyrano, Éric Latimer. Vous êtes chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur titulaire en psychiatrie à l'Université McGill. Merci d'être avec nous, professeur Latimer. Maintenant, pouvez-vous un peu nous résumer là, l'état des lieux en matière de lutte à l'itinérance au Québec actuellement? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Je voudrais souligner aussi qu'il y a plusieurs co-auteurs sur cette étude, Karine Perrault, Alex Scher, Aaron Strumpf, Dimitra Panagiotoglu. Donc, ça a été un effort de longue haleine qui a impliqué plusieurs personnes. Et vous n'en êtes pas à vos premières armes, professeur Latimer. Je me rappelle vous avoir interviewé il y a 2-3 ans à l'antenne de Cube où on avait parlé de logement d'abord, puis vous nous racontiez des histoires, je pense, qui avaient été faites il y a 1 ou 2 décennies. Donc, vous n'en êtes pas à vos premières armes en matière de réflexion et de recherche sur l'itinérance au Québec et au Canada. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai écouté ce que vous venez de transmettre à votre auditoire. J'aurais 2 commentaires. Le premier, c'est que loger les personnes en situation d'itinérance, ça ne veut pas nécessairement dire les mettre dans des logements sociaux avec supervision. Pour certaines personnes, c'est ce qui va être le plus approprié, mais dans la majorité des cas, les personnes pourront demeurer dans des appartements ordinaires avec un suivi plus ou moins intensif selon la personne. Donc, elles vont être dispersées parmi la population dans la grande étude At Home chez soi à laquelle vous avez fait allusion, M. Perron. On avait logé environ 280 personnes, presque toutes dans des appartements ordinaires, avec un supplément au loyer et le suivi d'une équipe qui allait voir les personnes dans leur logement et les soutenir dans leur réintégration sociale. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pas nécessairement aussi épeurant que ça peut le sembler quand on lit des histoires comme celle des difficultés de cohabitation de certains organismes comme la Maison Benoît Labre et d'autres.
par rapport à la maison Benoît Labre, c'est qu'il y a eu un deuxième refuge pour personnes sans logement, pour sans-abri, qui va ouvrir à 500 mètres à peu près de la maison Benoît Labre. Donc ça avait moins bien passé dans le quartier, hein? Oui. Oui, écoutez, je n'ai pas suivi ça de près, mais oui, c'est sûr. Je suis également très impliqué sur le conseil d'administration de l'organisme La Porte Ouverte Montréal, où les enjeux de cohabitation dans le quartier Milton Park sont considérables. C'est d'ailleurs une partie des raisons pour lesquelles, dans la mesure du possible, c'est préférable de loger les personnes dans des appartements dispersés. Il y a aussi l'enjeu que quand on regroupe les personnes, elles deviennent la cible de trafiquants de drogue. Et il y en a qui vont transitionner des personnes qui ne consomment pas de drogue particulièrement à des personnes qui consomment des opioïdes ou des stimulants. Ce qui engendre toutes sortes de problèmes à la fois pour les personnes elles-mêmes et pour la société. Mais comment on peut essayer de trouver des solutions? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là, on dit beaucoup de choses, mais on n'est jamais capable d'avancer puis de trouver une solution, et pour aider les personnes dans la rue et pour que les autres aussi se sentent en sécurité puis que tout le monde puisse cohabiter. Là, on dirait que le problème ne fait qu'empirer, puis on ne sait pas par quel bout prendre ça. Oui. Ben, je vous dirais qu'on peut s'inspirer de la Finlande. Vous avez sans doute entendu parler du fait que parmi les pays industrialisés, la Finlande est celui qui s'est le plus démarqué par l'efficacité de son approche pour réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance. Et l'essentiel de la chose, c'est de loger les personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance dans des logements permanents et aussi de mettre l'accent sur la prévention, ce qui peut se faire de multiples façons, mais notamment en ayant un service pour les personnes qui sont au bord de perdre leur logement pour les aider à conserver leur logement. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une obligation, je ne sais pas comment on pourrait aider les gens? Est-ce que ça pourrait éventuellement, tu sais, quelqu'un qui va pas bien, on le met en consultation ou on le fait, on l'entre à l'hôpital, tu sais, est-ce que ça, un jour, ça pourrait être une solution? Ben, je le mettrais peut-être d'une façon un petit peu différente. La plupart des personnes en situation d'itinérance, à part sans doute un petit groupe qui sont devenus très, très habitués à vivre dans la rue, mais la très grande majorité des personnes préféreraient être logées. Pas dans un refuge où les conditions de vie sont vraiment pas idéales. Vous et moi, on n'aimerait pas ça, passer la nuit dans un refuge. Non. Mais plutôt dans notre propre appartement, notre chez-soi qu'on peut se payer. Mais... Donc, c'est ce que la plupart des gens préfèrent. Donc, ce que je dirais, par contre, c'est que, en bref, pour en revenir aux aspects économiques de l'étude, on n'a pas les données pour affirmer que si on logeait toutes les personnes en situation d'itinérance, on sauverait de l'argent. C'est possible qu'à long terme, on le ferait, puis il y a beaucoup de coûts dont on n'a pas tenu compte dans notre estimation. En fait, on visait plus à estimer les coûts pour la province que par individu. Donc, ça donnait 776 millions environ. Mais c'était en 2022-23. On sait que ça a augmenté depuis. Il y a plus de personnes en situation d'itinérance. Et il y a beaucoup de coûts qu'on n'a pas recensés. Notamment, on n'a pas réussi à obtenir de coûts des gouvernements municipaux, ni des commerçants qui dépensent beaucoup en gardiens de sécurité, notamment. Puis vous pensez... Vous pensez allez-y. quoi? Parce que souvent sur le terrain, dans la rue, on en a rencontré plusieurs l'année passée. On est allé dans plusieurs hébergements. Puis souvent, quelqu'un qui veut réintégrer un logement, il n'est pas capable, entre autres à cause de la bureaucratie, parce qu'il n'y a pas le fameux papier, puis il n'y a pas le dernier revenu, le truc d'impôt de Revenu Québec, il n'y a pas la ligne temps. Donc, il n'est pas capable de remplir la paperasse pour être capable d'aller dans un logement. Donc, la réinsertion est très compliquée. Oui. Il y a des suppléments au loyer qui sont offerts par les offices d'habitation. Et effectivement, il y a eu un enjeu alentour de l'obtention de suppléments au loyer
pour les appartements que les propriétaires sont prêts à mettre à la disposition de ce genre de service. Il y a eu beaucoup d'efforts d'assouplissement ces dernières années. C'est variable selon les régions. De ce que je comprends, ça va très bien à Québec. À Montréal, j'entends des témoignages mitigés de où est-ce qu'on est rendu actuellement au niveau de la rapidité avec laquelle les PSL peuvent être dégagés. Mais il faut aussi des équipes qui accompagnent les personnes et qui ont l'intensité qui vont accompagner la personne aussi longtemps que nécessaire, qui ont la spécialisation de travailler avec des jeunes ou des personnes avec des problèmes de santé mentale ou des femmes victimes de violences, etc. C'est les Inuits, il y a toutes sortes de populations. Il y a toutes sortes de cas de figure. J'aimerais vous ramener sur la question de l'argent. Évidemment, vous arrivez à ce chiffre là, qui a évidemment fait les manchettes. Ce n'est pas la seule conclusion, évidemment, mais ça frappe l'imaginaire. Un coût comme celui-là, près de 80 000 $ par personne itinérante. Il y a beaucoup de gens au Québec qui ne gagnent pas ce salaire-là. Là. Ça semble un montant presque excessif. Dans les solutions que vous préconisez, que ce soit le logement, l'accompagnement, là, on met en tout presque 1 milliard de $, puis vous dites, on recense même pas certains coûts municipaux, là, donc c'est possiblement, je sais pas, plus, là, on peut tergiverser, mais comment on fait la transition? Faut-il mettre 2 milliards pour mettre des... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, si on augmente le budget du logement, il va falloir baisser le budget à quelque part d'autre. Je pense que la volonté des contribuables, la volonté des gouvernements d'en mettre 2 puis 3 fois plus, à un moment donné, il y a comme une limite supérieure. Comment mettons qu'on se lançait puis qu'on suivait vos pronostics à la lettre, là, comment vous voyez le balancement vers une autre approche en matière d'itinérance? Bon, tout d'abord, la première chose à dire, c'est que les coûts qu'on a recensés ne disparaîtraient pas à zéro si on logeait les personnes d'emblée. Parce que là-dedans, il y a des coûts d'implication avec le système judiciaire, des coûts de santé, etc. Même si on loge les personnes, puis ça, on l'a bien vu dans le projet Atome chez soi, même quand on loge les personnes, elles continuent d'être des personnes pauvres, avec des problèmes de santé, etc. Elles vont continuer de coûter de l'argent. La question, c'est est-ce que l'intervention pour les loger, qui a un certain coût, à quel point est-ce que les coûts de cette intervention-là vont être récupérés? Dans le projet Atome chez soi, on avait estimé qu'environ la moitié des coûts de l'intervention seraient récupérés parce que les gens n'iraient plus dans les refuges, etc. Mais on pense que, à l'heure actuelle, on n'a pas compté tous les coûts. Il y a des coûts municipaux, etc., qu'on n'avait pas comptabilisés à l'époque, qui seraient toute la gestion des campements, par exemple, actuellement. Ça disparaîtrait. On aurait besoin de nettement moins de gardiens de sécurité dans les commerces, etc. Donc, sans doute, la récupération des coûts serait plus grande. Comment est-ce qu'on s'y prendrait? Je viens directement à votre question, là. Je pense que il faut penser ça comme progressif et on s'ajuste au fur et à mesure. On serait pas capable du jour au lendemain de déployer l'armée d'intervenants psychosociaux et de fonctionnaires. C'est-à-dire, on n'enlèvera pas $1 pour c'est pas une réallocation. Ce que vous dites, c'est qu'il faut, essentiellement, dans un premier temps, du moins, augmenter les budgets. Là. C'est un nouvel investissement, oui. Ouais. Est-ce que vous l'avez chiffré, cet investissement-là, Dr Latimer? C'est des quelques centaines de millions? C'est le double? Est-ce que vous avez comme un ordre de grandeur dans votre tête ou dans vos recherches? C'est difficile à dire, honnêtement. Là. Ce serait certainement à terme dans les centaines de millions là, pour commencer. De plus là, que le 700 et quelques que 770. Mais à terme, on va récupérer une bonne partie, sinon la totalité de cet investissement-là. Et peut-être même à terme faire des économies. Il y a quelques questions sur la messagerie en rafale. Robert, par rapport au coût de l'itinérance qui dépasse les 77 000 $ par année, il se demande si les gens hospitalisés coûteraient moins cher si on est dans une fondation Douglas, par exemple, ou quoi que ce soit. Il se demande si le coût serait différent. Il y a des études ontariennes en particulier qui montrent que lorsque les personnes en situation d'itinérance sont hospitalisées,
leurs hospitalisations durent plus longtemps. Sans doute, ça tient en partie au fait que c'est des personnes plus pauvres, mais le fait d'être en situation d'itinérance, ça semble assez clair, mène à une certaine dégradation de l'état de santé. Donc probablement, oui, le coût de l'hospitalisation diminuerait. Okay. Par contre, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'une personne qui a un problème de santé non traité, une fois qu'elle entre dans l'orbite des services de santé, on va la traiter. On a vu des cas comme ça dans le projet At Home chez soi. Ça coûte combien par tête le modèle d'appartement supervisé avec appuis sociaux? Une autre question là, qui vient de rentrer sur la messagerie. C'est de l'ordre de 20 000 $ par personne par année. Donc, ça coûterait moins cher selon le montant. Pardon? Ce serait une solution moins coûteuse, finalement, que ce qu'on fait présentement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on donne cette intervention-là, la personne va quand même continuer d'avoir des enjeux de santé qui auront besoin d'être traités, etc. Mm-hmm. Ce qu'on a comptabilisé, là, c'est pas tant l'excédent de coûts dû au fait que la personne est en situation d'itinérance. C'est l'ensemble des coûts associés à la personne qui est en situation d'itinérance. C'est ça, vous avez pris l'ensemble des budgets divisé par une estimation de la population. C'est pas, il n'y a pas 70, c'est des salaires, c'est des frais juridiques. C'est ça, c'est l'ensemble. C'est un paquet d'affaires. Là, et en fait, dans le rapport, on ne met pas l'accent sur le coût par personne. Je pense pas que je vais entrer dans les détails maintenant, mais le 10 000 qu'on a en une journée, c'est une photo une journée. Mais sur une année, le nombre de personnes qui vont vivre de l'itinérance est beaucoup plus grand que 10 000. Il y en a qui s'en sortent et il y en a qui y arrivent. Il y en a qui ne sont pas comptabilisés même. On a Michael au téléphone, Éric Latimer, qui est un auditeur. Bonjour, Michael. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette intervention du Dr Latimer et de cette étude qui vient d'être rendue publique? Moi, je reste au point zéro quand on vient au niveau de l'itinérance à Montréal. Je suis exactement au coin de Président Kennedy et Bleury. OK? Moi, le matin, je m'en vais chercher mon café. Il est 6h30 le matin. Je croise des gens qui se parlent tout seuls, qui se hurlent tout seuls, qui parlent à l'ombre qu'ils voient dans la fenêtre de la place des Arts. Je vois des gens qui défèquent sur mon trottoir en face de chez nous. J'ai des gens qui défoncent mon auto pour aller chercher une canette vide qu'il y avait en avant du siège passager. Okay? Je respecte ce que le médecin vous dit. Oui. Dans la théorie, il a totalement raison. Okay? Oui, il y a des gens, des femmes en situation de violence qui se retrouvent dans des situations inhumaines. Oui, il y a des gens, des Inuits, qui sont au coin de Sherbrooke et Avenue du Parc et qui sont dans des situations inhumaines qui, au bout du compte, me font presque pleurer. Okay? Parce que je le ressens, je leur donne de l'argent quasiment à chaque fois. Par contre, où je suis en profond désaccord, puis ça, vous allez me dire, le docteur va me dire, mais c'est une anecdote. Mais avec des anecdotes, à un moment donné, on arrive à quelque chose de solide. OK? Et moi, depuis qu'on a enlevé la désinstitutionnalisation des gens, OK, on a un problème qui est grave puis qu'on voit dans d'autres grandes villes. OK? Puis moi, la stratégie que je proposerais à la société, c'est OK, on donne une chance, tu dis que tu vas prendre tes médicaments, on te fait confiance. On te donne une deuxième chance de prendre tes médicaments pour la schizophrénie ou peu importe, ça marche pas. On te donne une troisième chance. Après la troisième chance, tu t'en vas en dedans, dans un hôpital. C'est la réinstitutionnalisation. Donc, je me demande, mais comment, quand vous racontez là, ce que vous voyez, comment vous le sentez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous nous dites, là, j'arrive à 6 h le matin, voici tout ce que je vois, là, ça vous fait vivre quoi, ça? Mais ça me fait vivre que j'ai hâte de prendre ma retraite, puis de CRISSER au Mont-Saint-Hilaire, que je vais pouvoir aller monter la montagne à chaque matin. Puis je sais qu'il y en a qui sont moins chanceux que moi dans la vie.
eux autres, on peut les aider. Mais moi, avec l'expérience que j'ai au centre-ville de Montréal, je vous prédis une chose, il y a la moitié des gens que je vois qui sont pas capables d'être autonomes. Ouais. Même si on les met dans des condos, des appartements, avec un support de médecins, d'infirmières, peu importe. Donc, vous les forceriez, comme obligés à prendre soin d'eux. Là. Oui, mais vous voyez, le médecin, encore, arrive comme avec la négociation des médecins spécialistes, tout le tralala, on a besoin de nouvel argent. Il n'y en a pas de nouvel argent. Ouais. À un moment donné, il va falloir se le dire au Québec, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est où qu'on va couper? Et je veux pas, c'est pas le méchant capitaliste qui parle. Et je veux dire, je regarde, puis je reviens avec mes impôts. Et quoi, vous allez encore venir m'en chercher un peu plus pour mal la dépenser, la donner à des gens qui travaillent pour peut-être garder leur job. Mais moi, en tout cas, avec mes anecdotes que je vois le matin, puis venez vous promener au coin de Bleury puis de Président Kennedy. Oui, puis on l'a vu. On y est. Merci pour votre témoignage. Je l'invente pas. Merci, vous avez raison. Merci, et je pense que vous parlez au nom de beaucoup de Québécois. Est-ce que le professeur est toujours là? Professeur Latimer, en conclusion, là, la réinstitutionnalisation qui renverserait ce qui a été fait dans les années 70 au Québec, c'est envisageable ou c'est une vue de l'esprit selon vous? Je ne suis pas d'accord, en fait. D'accord. De donner aux personnes, disons, la chance de prendre leurs médicaments, etc., à cause de la condition des personnes, ça ne fonctionne pas. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on a maintenant au Québec des équipes qu'on appelle de suivi intensif qui vont aider ces personnes à prendre leurs médicaments, les visiter au besoin chaque jour et s'assurer qu'elles prennent leurs médicaments. Ça prend ce genre de soutien-là. C'est parfaitement possible de réduire la problématique qu'on a actuellement avec des équipes appropriées qui vont aider les personnes à intégrer un logement de leur choix et à les accompagner par après. J'ai été, par exemple, en Finlande où ils avaient dans le passé un grand problème d'itinérance et lorsque j'y étais il y a 3 ans, on ne voyait pas de personnes en situation d'itinérance dans la rue. C'est quelque chose qui nous est ouvert. Comme les Finlandais disent, l'itinérance est un choix. Nous la choisissons par nos politiques. Et nous ne sommes pas organisés à l'heure actuelle au Québec pour vraiment réduire l'itinérance de façon vigoureuse. Malgré beaucoup d'efforts qui ont une certaine efficacité, ces efforts sont dispersés et insuffisants. Rappelons d'ailleurs, puis je vais devoir vous remercier, Éric Latimer, mais rappelons d'ailleurs que quand on a fait le plan de la désinstitutionnalisation, ça devait venir avec des services sociaux structurés, abondants, qui devaient compenser les économies. Et il y a on a fait la désinstitutionnalisation, mais on n'a pas fait l'autre partie du deal. Et c'est un peu peut-être ce qui explique la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Éric Latimer, chercheur au Centre de recherche Douglas et professeur titulaire en psychiatrie à l'Université McGill. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Mais c'est vrai que ça cause, ça engendre au fait beaucoup de réactions parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, mais la réaction de Michael a fait enflammer au fait la messagerie parce que Laura nous raconte, j'espère que quelqu'un va l'écouter, centre de réintégration, à place de donner plein d'argent un peu partout, puis ça mène à pas grand-chose. Ça, c'est la réaction de la messagerie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de cette situation-là, on n'est pas capable de l'appliquer sur le terrain de façon efficace. Non, mais je suis absolument d'accord. Juste, encore une fois, puis j'ai vécu au centre-ville, puis ce que Michael décrit, on l'a tous vu, nos bureaux chez Cube avant. Je sais pas si c'est là l'épicentre ou au coin de Berry-Sainte-Catherine où on était il y a 2 ans, mais triste, ça rivalise de tristesse. J'ai quand même un malaise, puis je comprends qu'on puisse être en désaccord, mais tu sais, ce qu'évoque Michael, c'est quasiment une forme de prison, là, tu sais, c'est de renvoyer les gens dans un centre, peut-être, je sais pas trop, à Laval ou à Boisbriand. C'est de les obliger à se prendre soin d'eux. Oui, mais contre leur... Tu comprends ce que je veux dire? Les emprisonner, là, grosso modo, puis leur mettre les médicaments, puis les soigner de force, puis je comprends la logique, c'est ça, j'ai un petit malaise. Puis peut-être que c'est vers ça qu'on va éventuellement aller. Mais ce que dit le professeur Latimer, c'est que même ça, ultimement, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut libérer ces gens-là. C'est pas la prison. Puis quand on les libère, souvent, ils retombent aussi vite. D'un autre côté, on essaie de mettre des maisons comme Benoît Labre, mais ça marche pas. C'est près des écoles. Après ça, qui veut dans son quartier? Alors, on veut trouver des solutions, mais à chaque fois qu'on en a une,
ben ça nous plaît pas. Il y a toujours quelqu'un ou quelques-unes pour être en désaccord. Merci beaucoup d'avoir participé tout le monde et continuez à nous écrire au sujet de l'itinérance. On va certainement continuer à en parler. Il y aura ce sommet de l'itinérance d'ailleurs que Pauline Marois et Christine Fréchette ont convenu de tenir plus tard cette année. Vous pouvez toujours nous écrire au 187 Cube Radio. Merci.